Well, I absolutely loved the first season of The Walking Dead. Thank you. I never thought I could get addicted to a zombie series. Right. Thank you. But then you dropped out, and the second season sucked. Thank you. Thank you. Thank you. I'm going to print that on T-shirts and hand them out free. The second season sucks. But why did you drop out? It's not so much that I dropped out as I was shot in the back of the head and pushed off the train, like in an Alfred Hitchcock movie. There was a political circumstance involving a network that wanted to save money at all costs. And it was a great disappointment to me to be asked to leave the show that I had created for them that was so successful. But, you know, these things do happen. And one must be zen and move on and hope to work with better people the next time. Having said that, doing that first season was such a great pleasure for me. That cast was, you could coat them in gold and hang them on the wall of a museum. They were so beautiful. As people, as professionals, I've never seen such commitment and dedication from a cast and a crew. They were glorious. I had nothing but praise for all of them. But, you know, the money isn't always as kind, you know, as the creative people on the troops in the trenches. Sometimes the generals are, you know, not the ones who should be running the war. Le cas de Franck Darabont, c'est un sujet de vidéo que je voulais aborder depuis plusieurs années. Il est enfin temps de lever le voile sur cette affaire, de vous expliquer les tenants et aboutissants connus et partagés par les médias, mais aussi simplement par Darabont lui-même et certains membres de l'équipe des premières saisons de la série. Pour celles et ceux qui débarquent et ne connaissent pas Darabont, eh ben c'est tout simplement le créateur de la série et premier showrunner, qui a officié pour l'entièreté de la saison 1 et le scénario du premier épisode de la saison 2, avant d'être viré du jour au lendemain à Paris MC. Franck Darabont est un réalisateur, scénariste et producteur américain d'origine hongroise et né en France. Ses réalisations que je retiens avant The Walking Dead et qui sont les plus populaires sont des adaptations de romans de Stephen King. Darabont, c'est avant tout un réal qui adapte, donc son profil colle parfaitement avec le projet The Walking Dead. Dans le sens où adapté, Darabont il sait faire, et même plus que bien. Les Évadés en 1994 avec Tim Robbins, Morgan Freeman et Jeffrey Dahmer qui joue Dale dans Walking Dead. La Ligne Verte en 99 avec Tom Hanks, Michael Clarke Duncan et encore une fois Jeffrey. Et enfin le film le plus important par rapport à The Walking Dead, The Mist. Au casting on a Thomas Jane qui tient le rôle principal, Laurie Holden qui jouera Andrea, toujours Jeffrey, Melissa McBride, notre Carol dans un rôle totalement secondaire, Juan Gabriel Pareja où son personnage dans The Mist s'appelle Morales comme celui qu'il jouera dans The Walking Dead, Sam Witwer qui joue le fameux zombie dans le tank à la fin du premier épisode, et enfin on a Greg Nicotero au design des créatures et aux effets make-up. Pourquoi ce film est-il si important par rapport à la série? C'est simple, on retire la brume avec les créatures à l'intérieur, on met des zombies à la place, c'est du Walking Dead avant l'heure. Au lendemain d'un violent orage qui a détruit une partie de sa maison, David Drayton et sa famille observent une énorme brume s'avancer au loin. Avec son fils et son voisin, ils partent en ville pour faire des courses, mais ça tourne mal. Le personnage joué par Jeffrey débarque du sang plein le pif, en panique et annonce à tout le monde avoir vu quelque chose dans la brume tuer quelqu'un. La brume s'étend partout dans la ville et les responsables du magasin décident de fermer les portes du supermarché. À partir de ce moment-là, David Drayton, tel un Rick Grimes, va endosser petit à petit le rôle de leader malgré lui, et diriger un petit groupe de survivants faisant face bien sûr aux créatures dans la brume, aussi bien durant les attaques dans la nuit que la journée pour aller trouver des antibiotiques dans la pharmacie, mais aussi et surtout face à l'humain. La majorité des personnes du supermarché ne comprenant pas la situation et préférant se tourner vers la solution la plus simple pour eux. Je trouve qu'il y a pas mal de similarités entre les personnages du film et ceux de The Walking Dead, David Drayton et son fils Billy avec Rick et Carl, Sally et Wayne avec Glenn et Maggie, le personnage de Melissa McBride c'est clairement Carol avant l'heure avec quand même un peu plus de courage, Dan c'est un Dale 2.0 mais plus en retrait, et Amanda c'est Andrea avant que Rick lui foute un flingue entre les mains. Similarité dans les personnages mais aussi dans les situations. C'est David qui va affronter le premier une créature de la brume et aider des autres personnages qui comprennent comme lui qu'on rentre dans une phase de survie où il faut se battre, tandis que les autres, eux, ignorent leur avertissement et tenteront leur chance pensant qu'il n'y a pas de réel danger dans la brume. Et d'autres qui, eux, accepteront la situation mais se tournant vers
vers la religion et ses travers. Si vous êtes fan de The Walking Dead, The Mist, c'est clairement un film à voir. Quelques années après ce film, Darabont s'attaque au projet d'adaptation du comic book de Robert Kirkman. Et c'est Gail Hannard, grosse productrice qui a par exemple participé à la création de Terminator avec James Cameron, qui proposera à Darabont le network EMC. I got a call from Gail, whom I'd known for years, who just apparently read the comic book, checked on the rights, found out I had them, and she said, hey, you want to partner up? I said, Gail, I've been wanting to work with you for years. If you can figure out how to sell this damn thing. First words out of her mouth were AMC. That never would have occurred to me, you know? It was because of Gail that we took it there, so much credit to her. À savoir également qu'avant que Gail ne mette EMC et Darabont en relation, ce dernier avait essayé de vendre le projet à HBO. He had tried to get the show on HBO. They said no. AMC had like Mad Men and Breaking Bad. They're like, all right, we'll do your shitty little zombie show. We'll pick it up for 6 episodes, which basically means we don't really believe in this thing at all. C'est donc tout naturellement que Darabont se tourne vers Greg Nicotero pour le suivre dans cette aventure. I called him the instant I read this thing. It was, yeah. Who else would I call? Well, Frank and I have been talking about, you know, again, we were separated at birth. He has a scar right here, and I have a scar. It's really weird, but you know, we all were brought up on a very similar diet of, you know, Ray Harryhausen and George Romero and John Carpenter and, you know, the Forbidden Planet and War of the Worlds and, you know, the stuff that we love. So, you know, you can sit around, and he and I remember we're talking about zombie movies one day, and he was just like, man, you know, I'd love to do a zombie thing, but I just got to buy the story. If the story doesn't suit it, and even it was funny because when you were just saying about having 2 hours to tell a zombie story versus the medium that we have now makes a huge, and I never really thought about it until you just said that. It makes a huge difference trying to cram a whole world of information in 2 hours versus what we have now and with the ability to do what we can do. Yes, the luxury of telling a story over a long period of time, really, which you don't get to do in a 2-hour movie, which is great. But of course, I mean, you know, Greg and I have been buddies for 20 years, so every time I have a project, of course I call him first. If it's zombies, you know, that's goes without saying. Là où d'habitude au cinéma ils n'ont qu'environ 2 heures, avec The Walking Dead, le format d'une série offre plusieurs saisons de plusieurs heures pour raconter leur histoire et développer leur univers. C'est donc le 15 mai 2010 que le tournage du premier épisode de la série commence à Atlanta en Géorgie. Par la suite, AMC annonce la commande d'une première saison de 6 épisodes. La suite du tournage démarre le 2 juin de la même année avec Darabont en tant que showrunner. Fin août, il annonce que la série est déjà renouvelée pour une deuxième saison, dont la production commencera en février 2011. La série sort donc pour Halloween le 31 octobre avec son premier épisode et se conclut avec le 6e et dernier épisode le 5 décembre, avec une moyenne d'environ 5 millions de spectateurs, presque 6 millions sur le dernier. Pour vous rendre bien compte du succès, Breaking Bad ne dépasse cette moyenne de spectateurs que durant la seconde partie de sa saison 5, et sur ses derniers épisodes. Je vous fais une parenthèse pour préciser que lorsque je parle des audiences, je parle de l'audience américaine pendant la sortie d'une série. The Walking Dead est donc un énorme succès, Darabont réussit son coup et adapte l'œuvre de Robert Kirkman avec brio, incluant certes énormément de liberté par rapport aux comics, mais sa proposition promet quelque chose de nouveau, pour ne pas simplement faire un copier-coller bête et méchant. Les intrigues et sorts des personnages changent, par exemple Shane ne meurt pas dès la première saison, mais apporte sûrement l'un des trios amoureux les plus cultes de la télévision, et les frères Dixon sont ajoutés pour créer également des surprises et changements au niveau du récit. Tous ces changements visant principalement les lecteurs de l'œuvre originale pour ainsi faire en sorte que la série soit la moins prévisible possible. Darabont surprenant à la fois les lecteurs du comics et la nouvelle audience qui découvre l'univers de Walking Dead à travers cette adaptation live-action. Le 1er décembre 2010, à quelques jours du final de la saison 1, les problèmes commencent doucement mais sûrement. Deadline Hollywood rapporte que Darabont aurait licencié l'équipe d'écriture, comprenant un de ses producteurs exécutifs, Charles Egley, et qu'il prévoit de faire appel à des scénaristes indépendants pour la seconde saison. Suite à cet article, Kirkman prend la parole et défend son showrunner, précisant qu'Egley pensait que Darabont travaillerait sur la première saison puis partirait faire des films, donc ne voulant pas être commandant en second d'une série, il est simplement parti sur d'autres projets. Le tournage de la saison 2 est décalé
décalée de février à juin 2011 et c'est en plein tournage alors qu'il participe à la promo de la saison 2 qu'AMC vire Darabont. Pourquoi? Comment est-ce possible de virer du jour au lendemain la personne qui créait ta série à succès alors que quelques jours en arrière, Darabont était présent à la Comic-Con pour faire la promo de la saison 2? Quelles sont les réelles raisons de ce renvoi? Les premiers rapports affirmaient que des problèmes d'adaptation de calendrier de production chargés étaient à blâmer. Mais sachant que Darabont était présent au panel de The Walking Dead durant la Comic-Con de San Diego pour promouvoir la saison 2, quelque chose cloche. C'est plus tard, durant la diffusion de la saison 2, que de nouveaux rapports émergent disant que Darabont aurait été viré parce qu'AMC, au vu du succès fulgurant de la saison 1, voulait bouleverser le format de la série, doublant le nombre d'épisodes pour la saison 2 et proposant un budget moins important que celui de la saison 1 et ses 6 épisodes. Cette information étant en corrélation avec le fait que Darabont souhaitait voir les choses en grand pour la suite de sa série, avec notamment une ouverture de saison 2 offrant un épisode très spécial, mais jugé trop coûteux par le network AMC. Le budget alloué à la série, l'argent investi pour le développement de The Walking Dead, c'est un souci qui au travers des années a toujours été présent et dénoncé par beaucoup de membres de l'équipe de production. C'est en décembre 2013 que Frank Darabont intente un procès contre AMC. La plainte déposée parle d'une impasse sur la participation de Darabont par rapport aux bénéfices de la série qui couvre depuis février 2011, moment où Kirkman et Darabont voulaient démarrer la production de la saison 2. On comprend mieux pourquoi le démarrage du tournage n'a commencé qu'en juin. Malgré le succès énorme de la série, les documents judiciaires affirment que Darabont et ses agents, également plaignants dans le procès, n'ont pas reçu un seul dollar. La plainte affirme qu'en septembre 2012, AMC, qui produit et diffuse Walking Dead, a déclaré que la série accusait un déficit de 49 millions de dollars. Un accord de complaisance est présumé entre la chaîne AMC et sa branche de production, dont le but serait de garantir le fait que Darabont et ses agents ne touchent pas d'argent. Selon la plainte, AMC avait convenu contractuellement, en septembre 2009, que la série de Walking Dead serait produite par un studio non affilié, tel que Lionsgate ou Warner Bros, via lequel Darabont aurait reçu 12,5% des bénéfices. Mais alors que Darabont livre le script de base de la saison 1, la plainte allègue qu'AMC décide de produire et diffuser la série en interne. Suite à ça, les représentants de Darabont et le cabinet d'avocats acceptent, après avoir obtenu l'assurance, que ce dernier serait protégé contre d'éventuelles transactions personnelles inappropriées. À plusieurs reprises, Darabont aurait demandé à AMC de lui préciser les conditions de sa participation aux bénéfices, mais le network a attendu de voir comment la série fonctionne pour se prononcer sur le sujet. C'est donc en février 2011, après le constat du succès de la série, qu'AMC aurait fait une proposition basée sur une formule de redevance déraisonnablement basse, dans le but de garantir que la série ne soit jamais rentable. Toujours selon la plainte, à l'époque, AMC aurait plafonné les frais de licence à perpétuité au plus faible, de 65% des coûts de production de la série, ou d'1,45 million de dollars par épisode, ce qui signifie qu'il y aurait un déficit important sur chaque épisode produit durant toute la durée de vie de la série. En d'autres termes, avec cette formule frauduleuse d'AMC, le pool de bénéfices de Darabont et son agence peut être toujours déficitaire, quelle que soit la durée et le succès de la série. Si on compare l'affaire avec les accords d'AMC concernant la série Mad Men, on se rend bien compte que le network a de sacrés soucis, puisqu'en début 2011, au même moment de leur offre scandaleuse à Darabont, ils étaient en lutte avec Lionsgate et le créateur de Mad Men, Matthew Weiner. Une histoire qui s'était conclue par un accord de 30 millions de dollars pour Weiner et une augmentation des droits de licence pour Lionsgate sur les saisons 5, 6 et 7 de Mad Men. Darabont fait un lien direct entre son éviction de la série et la volonté d'AMC de faire des économies. Ces derniers l'auraient licencié sans motif avant la diffusion de la saison 2 pour éviter son obligation contractuelle de lui verser des bénéfices, mais aussi éviter son obligation de négocier l'embauche de Darabont en tant que showrunner pour la saison 3. En plus de dommages et intérêts non spécifiés, Darabont demande une part du montant du talk show dérivé de Talking Dead et de la série spin-off qu'AMC développe. Il affirme également qu'AMC s'accapare pour eux-mêmes 30% du crédit d'impôt que la série reçoit pour le tournage en Géorgie. Ça fait beaucoup là, non? C'est en 2017 via un article de Première qu'on a de nouvelles infos sur l'affaire, notamment des mails envoyés par Darabont rendus publics. L'article revient sur le fait que les relations avec Darabont se sont enflammées à partir du moment où AMC a réduit de 25% le budget de la série, mais que malgré tout, pour faire face à cette baisse, il était prêt à tourner la saison 2 sur une seule localité, d'où cette saison 2 qui se passe entièrement à la ferme d'Herschel, alors que dans le comics, ce passage à la ferme ne dure qu'une partie du tome 2. AMC exigeait de voir tous les scripts de la saison, un détail que Vince Gilligan, créateur de Breaking Bad, trouve inouï, une situation qui provoqua chez Darabont un climat stressant et intense, qu'il conduit à avoir dans ses échanges avec AMC et ses producteurs dont Galen Hurd, une façon de parler très familière. Des emails très vénères que Darabont assume pleinement. À ce moment-là, il se battait depuis 2 ans pour faire vivre sa série. Il s'était battu pour elle, en son nom, mais aussi ironiquement en celui d'AMC. Dans ces échanges, il parle du fait que les personnes qui devaient devenir ses showrunners pour la série lui ont rendu cette responsabilité, lui ayant fait perdre 5 mois de son temps. Darabont estime que son langage et son excessivité sont durs, mais de circonstance. En début 2018, Darabont et son agent
l'agence artistique dépose une seconde plainte pour une somme supplémentaire de $10 millions. L'objet de la plainte implique la révélation de nouvelles pratiques financières douteuses d'AMC, destinées à priver des producteurs et showrunners à leur part des bénéfices de The Walking Dead. Une plainte qui fait suite à des actions de justice similaires contre AMC, par ni plus ni moins que le saint patron Robert Kirkman, la productrice Galen Hurd, qui rappelez-vous avait aiguillé Darabont vers AMC à la base du projet, et Glenn Mazzara, le showrunner ayant succédé à Darabont durant les saisons 2 et 3. C'est quand même fou de constater à quel point AMC sont des pinces et cherchent toujours le moindre centime à se foutre dans la poche, et ce sur le dos de la série, quitte à escroquer les personnes qui la font vivre. Ces mêmes personnes sans qui The Walking Dead n'aurait pas été aussi loin. Parce que même si personnellement je trouve que la série décline de plus en plus de façon crescendo une fois la moitié de saison 7 passée, et ce malgré la bonne remontada avec les saisons 9, et ben faut avouer que malgré le départ de Darabont, pendant plus de 6 saisons, The Walking Dead aura été une excellente série populaire. C'est finalement en juillet 2021 que la guerre juridique entre Darabont, son agence et AMC s'achève. La chaîne annonce avoir versé $200 millions à Darabont et son agence artistique, avec un futur partage des revenus liés à certaines diffusions streaming de The Walking Dead et Fear the Walking Dead. Cet accord entre les deux parties inclut l'extinction des droits des plaignants en rapport avec The Walking Dead, des renonciations mutuelles, des engagements à ne pas poursuivre, à la confidentialité et autres. En d'autres termes, AMC à ce moment lâche logiquement les thunes puisque la série mère allait démarrer sa saison finale et qu'AMC lançait d'avance les spin-offs Dead City et Daryl Dixon. S'ils n'avaient pas pris les devants avec cet accord, Darabont et son agence auraient rajouté encore plus de réclamations dans leur plainte, dans le cadre de l'aspect spin-off du contrat de l'ancien showrunner, qui aurait augmenté leurs exigences financières de dizaines, voire centaines de millions de dollars supplémentaires. You know, it's funny. Steven Yeun called me the night before, and he was like, we'd just gotten back from Comic-Con, I think, and he was like, I heard that Frank Darabont's getting fired, and I was like, no way. I was like, no way. He just delivered AMC the biggest hit they've ever had. Like, that's crazy. And he goes, okay, that's what I thought too, but you know, I'm kind of new to this. And I was like, no, man, it's good. Go to bed. So literally the last time Steven called me for advice. Look, there's so much I wasn't privy to, but to me, it just felt like an assassination. It just felt like, I mean, the reasons that we were given were like, he's unexperienced as a showrunner and he's unprepared and he doesn't know what he's doing. And I remember being like, but this motherfucker, 1 month before we started shooting season 2, dropped 6 completed scripts in my lap and said, you can learn these lines, they're not going to change. And they were wonderful. They were wonderful. Yeah. This is probably a controversial thing to say. You cannot beat his writing. You can't. And there are some really good people who've been writing on that show since, and I got a lot of love and respect for them. Nobody writes like Frank Darabont. That's a whole different level, yeah. It's a whole different level. He has a level of humanity and a fearlessness with sentimentality that is just astonishing. And an economy of language. Do you know what I mean? Like, we've said this before, but like that first scene I did with Scott Wilson, where I say, you have no idea what you're doing. You're completely in over your head, aren't you? And he goes, ma'am, aren't we all? That's the entire show. It's a show, yeah. Le renvoi de Darabont a provoqué un énorme chamboulement dans la série, et par la suite, une bonne partie de son casting original quitte à tour de rôle la série durant les saisons 2 et 3. Même si chaque départ n'est pas forcément provoqué par celui de Darabont, personnellement, je trouve que ce n'est pas anodin, sachant la façon dont il ou elle parle de leur expérience avec Darabont sur Walking Dead. Si en saison 2, la patte de Darabont est un minimum palpable dans ses premiers épisodes, dont le premier qu'il a écrit, elle s'estompe au fur et à mesure et finit par disparaître, laissant place à la nouvelle dynamique entre Glenn Mazzara et Scott Gimple. Dans les départs marquants du casting original, on a logiquement en tête de peloton Jeffrey Demun, qui ne voulait plus participer à la série sans Darabont, et exige à AMC que son personnage soit tué. Concernant John Bernthal, d'après Robert Kirkman, la mort du personnage de Shane était prévue, avant même le tournage du premier épisode de la série, et aurait dû avoir lieu en saison 1 si elle avait eu le double d'épisodes. Son départ de la série était également attendu par le public suite aux déclarations de l'acteur annonçant qu'il ferait partie des personnages principaux de la nouvelle série de Darabont, Mob City, qui n'aura finalement duré qu'une seule saison. Sarah Wayne Callies, quant à elle, quitte la série en début de saison 3, et au vu de ses déclarations en 2022 sur l'émission Real Ones de John Bernthal, il y a de fortes chances que ce soit en lien avec ses prises de position face au départ de Darabont durant le tournage de la saison 2. To have somebody say he's not ready to be a showrunner, he's unprepared,
There may have been legitimate grounds for firing him. If there were, I never heard them, but that was a line of bullshit. And it pissed me off. And I remember walking up to Kirkman and saying to him, if you don't think we know the difference between a script written by Frank Darabont and anybody else, you're out of your mind. And I looked in his eyes and I thought, I'm going to get written off this show. Shouldn't have said that. I was too pissed. But it was also that like mama bear in me. I was like, we created this beautiful thing. Frank was the one who brought us in. Like, I'm going to go to war for this guy. And you went to war for this guy. And Jeff DeMunn went to war for this guy. And we lost that war. Dude. we got pulverized. Lost that war. You asked about loyalty earlier. Like, that was a lesson in loyalty because I really, truly thought we can all rise up and stop this. Yeah, I remember. Remember, it was the open letter to Variety, and we were like in two camps. Remember, it was like one camp was like, we got to keep working, and then we were like, no, we're walking off. Remember? And yeah, I mean, the thought was if we all refuse to come back to work until they bring him back, it will at least bring enough attention to the fact that this cast is furious, that maybe somebody, and my heart was a little bit broken when there was almost no stomach for that. Do you know what I mean? Like, there were, you know, you and me and Jeff, like. It was kind of funny. It was like, you're like, charge! And you turn around and you're like, there's no army! Oh my God, it's me and a paper sword. C'est donc vraiment le trio Jeffrey, Sarah et John qui se sont battus pour faire revenir Darabont. En saison 3, on a également Laurie Holden et Michael Rooker dont les personnages sont tués. Pour le coup, aucun rapport direct ou indirect avec l'affaire Darabont pour l'actrice, mais peut-être avec Rooker, puisqu'il était revenu sur son départ de la série en disant qu'AMC sont des radins. C'est sûrement pour ça qu'ils ont tué son personnage, sachant que Rooker aurait gagné bien plus d'argent la saison suivante. Et ils avaient raison, puisque Les Gardiens de la Galaxie fut un énorme succès pour l'acteur et lui donne une popularité encore plus énorme qu'avec The Walking Dead. Encore une fois, AMC et l'argent. Au-delà de tout ça, le sujet que je trouve tout aussi intéressant et important que les autres, c'est qu'est-ce qu'aurait été The Walking Dead avec Darabont aux commandes après sa saison 1. Déjà, il y a le fait qu'on aurait gardé le casting original jusqu'au bout avec leurs personnages développés et surtout écrits par la patte unique de Darabont. Et si MC n'avait pas été les rois des pinces, il aurait pu ouvrir la saison 2 avec un épisode juste mémorable. C'est Sam Witwer qui a été le premier à en parler durant une interview filmée dans une qualité 480p ressenti 144 par Paranormal Pop Culture, où il revient sur le renvoi de Darabont, à quel point il est furieux sur le sujet parce que son ami avait réussi à offrir toute son équipe à AMC pour un coût vraiment bas, comparé à ce qu'elle aurait dû normalement coûter, précisant que si le cast et ses membres d'équipe avaient accepté d'être sous-payés à ce point, c'était pour la seule et unique raison qu'il travaillait avec Darabont. He's like, look, you know, I think it'd be really cool to tell a prequel story about how Atlanta fell, do Black Hawk Down, build the zombies, and have a few of the main characters pass through. But it's like a Twilight Zone episode, the lead will be you. And your character will go through and you're a soldier and all these horrible things happen and the chain of command breaks down and eventually you have to take out your superior officer to save a bunch of people and then eventually in the end you get bit. And then you're crawling, and he's pitching me this, and then you're crawling, blah, blah, and you crawl into a tank and you have this grenade and you're going to blow yourself up and then you're like, you know what, and you set the grenade next to you and then you die. And then we reprise the scene from the pilot where Rick crawls in the tank and there's a zombie there. And if you look closely, I played that zombie because we were setting up this prequel that we were going to do. So if you watch the pilot of Walking Dead, that's me in the tank as the zombie who goes, and Rick blasts him and then he gets deafened. And then he gets that grenade which saves them at the end of the season. Well, we're going to tell the history of that grenade. We're going to tell also how another character who is being introduced in the second season, how he comes to a certain thing. We're going to do all this cool stuff. Not doing it now, you know, not happening. Why? Because AMC wanted to save a few bucks. That is just one example of the kind of cool, awesome forethought that this guy's put into this show that is now absolutely for naught. Now, for me, it doesn't make much difference to me. I'm busy doing Being Human. We were going to try, you know, we're going to schedule things around stuff, and you know, I'm not lamenting the loss of the job. What I'm lamenting is the loss of an amazing idea, and there are dozens and dozens of amazing ideas just like that are now gone, and this is all because people wanted to save money. This is all because they felt it necessary to cut the budget by over. When you add in the tax breaks that they started pocketing, for 35%, really? Budget cut? So,
I'm not happy about it. Cette idée d'intro de saison 2, c'est clairement du pur génie. Je vous ai mis en description le lien vers un article que je vous conseille d'aller lire, où l'auteur nous partage une lettre que Darabont lui a écrite, où il revient plus en détail sur cet épisode qu'il voulait tourner. L'idée était de donner un côté documentaire, un peu caméra embarquée mais sans effet caméra tremblante. On aurait suivi la fameuse escouade de soldats largués par hélicoptère dans la ville d'Atlanta, partant d'une simple mission pour finalement vivre la fin du monde. Darabont avait aussi l'idée d'inclure quelques passages où l'on verrait les personnages de la saison 1 qui étaient dans Atlanta à ce moment-là, comme par exemple Andrea et sa sœur Amy, pendant que la situation dégénère et où elles sont sauvées par Dale. Il revient sur la fin de l'épisode que Sam Witwer explique dans la vidéo, mais insiste vraiment sur cette idée que chaque zombie a une histoire, qu'ils étaient autrefois aussi des humains avec une vie, que via cet épisode avec le zombie de Sam Witwer, on aurait été témoin de ses luttes, ses bonnes intentions et ses échecs, pour finalement vivre sa mort dans le tank. Il précise avoir toujours eu en tête cette idée d'épisode de Joker entre guillemets pour chaque saison, que ce soit en ouverture ou en clôture, avec cet esprit de série d'anthologie qui paraît totalement hors sujet de la série, mais qui en réalité y est attaché d'une manière ou d'une autre, par ce que raconte cet épisode de Joker, faisant un fondu comme la fin de l'épisode du soldat de Sam Witwer, qui se conclut en reprenant la scène du pilote où Rick rentre à son tour dans le tank. Rien qu'avec cet épisode d'ouverture en saison 2 refusé par EMC, on peut clairement se rendre compte à quel point Darabont était inspiré par l'univers qu'il commençait tout juste à créer, et surtout se faire une bonne idée de ce qu'aurait dû être The Walking Dead si Darabont avait continué la série. The saddest thing is, when I was at Comic-Con, which is 3 days before that announcement, I'm talking to him. Like, we got, he was having a dinner, so I went and I visited him and I'm talking to him. And you know what he was saying to me? He's saying, I'm like, how are these budget cuts going? How are you going? How are you having, how's this working out? And he goes, it's hard to do the show. It's really, really hard to do this show for the money that they're making me do the show. But you know what? I have to. And I was like, well, why? Why do you have to? And he goes, because I got all these people into this. I got all these cast members to do this. I got all my friends to pull in favors. I've gotten all these people to do things for nowhere near the money they're worth and nowhere near the money they get paid anywhere else. And the reason I have to show up and do my best, no matter what budget AMC gives me, is because I owe it to everyone that's working for me. And then 3 days later, and by the way, they knew 2 weeks before. They knew 2 weeks before. So there it is. You asked. You got it. C'est là-dessus que je conclurai la vidéo. Malgré les 25% de budget cuté à la série pour faire des économies, malgré le sale comportement d'EMC envers lui et leur refus budgétaire pour ses idées comme celle de l'épisode d'ouverture de saison 2, Frank Darabont voulait continuer de faire la série, parce que c'était son bébé, parce qu'il voulait continuer de bosser avec toutes les personnes qu'il avait amenées avec lui sur ce projet, et EMC le lui ont retiré du jour au lendemain pour une question d'argent, et je pense aussi personnellement par ego, sinon pourquoi le virer aussi salement, pour ensuite aller raconter des conneries sur son incompétence à travailler en tant que showrunner. To have somebody say he's not ready to be a showrunner, he's unprepared. There may have been legitimate grounds for firing him. If there were, I never heard them. But that was a line of bullshit. Unbelievable group of people working on that show. Unbelievable. Yeah. Like, it was such a huge success and such a, like, I've done we've done so many projects since then. We know so many other people. That one was unique and special and hit the zeitgeist in such a unique and special way. But, like, I don't know. For me, I give him credit. For every single person that was there because he put him there and he picked him, and the culture of that show and the way that it's him and getting rid of him when they got rid of him and how they got rid of him to me was just totally 2 weeks sinister. Before he was financially vested in the show. Like, that's something's rotten in Denmark. Shit, yeah. Même si Darabont a fini par gagner contre eux, même s'ils ont payé entre guillemets pour ce qu'ils lui ont fait, EMC nous a enlevé à tous et toutes, nous les fans, ce qu'aurait dû être The Walking Dead sous Darabont. Au vu de la qualité de son travail sur la série et les idées qu'il avait pour la suite, on aurait eu une série parfaite de A à Z, et pas ce qu'on a finalement eu au bout de 11 saisons. Mais bon, le positif dans toute cette affaire avec Darabont, c'est qu'elle a permis à AMC d'apprendre de ses erreurs. C'est pas comme s'ils avaient viré un autre créateur showrunner d'une de leurs séries. Hein? Non. Bah non.